va commencer la présentation. Merci et à tout à l'heure. Merci Eric de m'avoir invité. Je suis content d'être parmi vous. En plus, ça m'a donné l'occasion de découvrir, parce que je ne connais pas bien cette belle région. Je ne fais jamais que traverser quand je descends en France. Alors, on va donc aborder une thématique particulière. On va parler de la psychose, on va parler des groupes d'entendeurs de voix, du réseau des entendeurs de voix. Je vais aborder plusieurs thèmes. Donc, il y aura une partie d'historique qui a tout son intérêt parce que ça peut inspirer. Vous allez vous rendre compte que les choses se passent très simplement. Donc, il n'y a pas d'intervention extraordinaire. C'est des personnes qui ont une motivation et qui, à un moment donné, souhaitent faire quelque chose. Et donc, ça peut se produire, ça peut se passer partout. Donc, une partie d'historique, je vais aborder quelques aspects un peu techniques, on va dire, sur la tenue des groupes d'entendeurs de voix, comment ça se passe, qui fait quoi. Et la fin sera moins formelle, donc je vais vous délivrer des réflexions à propos de la psychose, sur le vécu de psychotiques qui entendent des voix. Alors, on commence. De quoi parle-t-on? À l'origine, c'était une patiente, Patsy Haag, qui est devenue qui est connue actuellement, maintenant, qui a interpellé son psychiatre au sujet de sa prise en charge, car elle n'était pas satisfaite de la manière dont il essayait de l'aider. Tout est parti de la relation entre Marius Romme, le psychiatre hollandais, et cette patiente, qui ont commencé à développer de nouvelles approches thérapeutiques, notamment en attribuant une raison et un sens aux voix. Donc, ne plus considérer que les voix sont une manifestation qui ne signifie rien et qu'il ne faut pas essayer d'élucider, de tirer au clair, de comprendre. Ouais. Parallèlement, Rome et une journaliste interpellée par le phénomène, Sandra Escher, ont démarré une enquête pour en savoir plus, se renseigner sur le phénomène des voix. Alors, ils ont assez rapidement abouti à des postulats. Les voici. L'entente de voix existe largement dans la population générale et n'est pas forcément une maladie. Donc, il y a des pourcentages, quelque chose comme 10%. 10%, énorme. Jeanne d'Arc, Zinedine Zidane, Amélie Nothomb sont quelques entendeurs de voix célèbres parmi tant d'autres. Il s'agit alors plutôt d'une caractéristique qui n'est pas connotée médicalement, ce qui ne pose pas de problème dans l'intégration de la vie sociale, ce qui est régulièrement le cas, et qui ne conduit donc pas à une prise en charge médicale. La survenue de voix peut être une réponse temporaire à un stress particulier qui induit une période de déstabilisation, donc on subit un stress avec apparition de voix. C'est important de s'intéresser aux voix en tant que particularité d'une personne, comme peut l'être la douleur aiguë ou chronique. Et donc j'ai choisi cet exemple-là, l'exemple de la douleur, parce qu'il y a encore 30 ou 40 ans, la douleur était elle-même déniée, la douleur physique. Elle n'était pas prise en charge. Il n'y avait pas beaucoup de protocoles antalgiques qui existaient dans les hôpitaux. Actuellement, c'est le cas. Et donc, on peut espérer qu'un phénomène comme l'entente de voix, lui-même, va être déstigmatisé et fera l'objet de prise en charge systématique. Les voix disent, et elles nous disent quelque chose, c'est leur raison et leur sens. D'accord? C'est ça, la raison et le sens, c'est qu'elles disent et qu'elles nous disent quelque chose. Lorsque les voix sont gênantes et empêchent la vie normale, alors elles nécessitent une prise en charge. La stabilisation, le rétablissement, donc c'est deux choses différentes, passe par plusieurs phases. D'abord,
la prise en compte de l'existence des voix avec leurs caractéristiques, ce qui n'est déjà pas évident, leur reconnaissance, leur acceptation, leur explicitation. Donc ce sont des phases, c'est une séquence de phases, ouais, qui se succèdent. En effet, une démarche, un chemin, un parcours sont nécessaires pour prendre conscience que des voix sont entendues par la personne même qui entend. Certains croient, par exemple, entendre des voix au même titre que tout le monde. Celui qui entend une voix, il pense que c'est le cas de tout le monde. Il n'a pas de raison de penser qu'il est spécial. Ouais. D'autres, par contre, croient être la seule personne au monde à entendre une ou des voix. Et c'est intéressant alors, pour ces gens-là, de pouvoir confronter leur expérience et de découvrir qu'ils ne sont pas les seuls au monde. Ouais. Donc on a deux situations extrêmes. Beaucoup subissent presque entièrement leur voix, donc ils ne sont pas capables de s'en libérer. En tout cas, pas maintenant. Mais c'est possible d'entrer en contact et même en dialogue avec ces voix. C'est en somme ça le projet. Souvent, les personnes qui subissent leur voix recourent à divers moyens pour les atténuer, la musique forte, l'alcool, les drogues. Ouais. Un certain nombre de toxicomanes ou d'alcooliques sont en fait des personnes qui croient pouvoir échapper à leur voix harcelante en buvant ou en se droguant. Malheureusement, ce n'est pas un bon moyen. Souvent, donc, l'entendeur est persuadé que la voix qu'il entend est audible pour tout un chacun. Il croit que tout le monde peut l'entendre. Comme n'importe quel autre bruit de la vie courante. Ouais. Les voix, quand elles posent problème, c'est parce qu'elles sont envahissantes, injurieuses, dénigrantes. L'entendeur n'ose pas s'adresser à elles. Il les subit, autrement dit. Un peu comme quelqu'un qui entend un voisin qui crie dans l'appartement d'à côté et qui n'a pas de moyen de faire pour que ça s'arrête, de faire que ça s'arrête. En fait, les personnes qui sont concernées peuvent se réunir afin d'échanger à propos de leur vécu avec l'accompagnement d'un entendeur stabilisé. Ouais. On appelle ça un père aidant ou d'un soignant professionnel. Donc deux types d'accompagnement, j'y reviendrai plus tard. C'est la base de départ d'un groupe pour entendeurs de voix. Les personnes accompagnantes, donc soit un entendeur stabilisé, soit un soignant professionnel, sont appelés facilitateurs. Donc c'est le jargon, on va dire, du rêve, hein, que ce soit en Belgique ou ailleurs. Et le facilitateur, c'est un peu l'équivalent du modérateur d'un débat à la télé. Ouais. Mais le rôle du facilitateur dépasse de loin celui d'un simple modérateur. Donc on est bien conscient qu'il s'agit d'une thématique très particulière. Le facilitateur, c'est un initié en tant qu'entendeur rétabli qui n'a plus de voix ou qui n'a plus que des voix positives, c'est-à-dire des voix qu'il peut gérer. Éventuellement, les voix, elles sont présentes, elles ne disparaissent pas, elles ne disparaîtront pas. Mais elles n'empêchent plus la vie sociale, elles n'empêchent plus la vie relationnelle. Le facilitateur, donc, comme je l'ai dit, peut aussi être un soignant investi dans la démarche auprès de patients en traitement. C'est mon cas. Donc, en tant que facilitateur d'un groupe pour entendeurs de voix, depuis maintenant plusieurs années, je ne suis pas entendeur de voix. Donc, je n'ai qu'une petite place. Je n'ai pas le même statut qu'un entendeur de voix qui, lui, est un initié. Moi, je ne suis pas un initié. Je ne sais pas ce que c'est. Ouais. Alors, comment ça marche? L'originalité du rêve, de l'approche du rêve, donc historique, avec le psychiatre Marius Romme, Sandra Escher, Patsy Haguet, a été de briser la démarche asilaire classique. Cette démarche asilaire, elle est souvent paternaliste et maternante. Le docteur sait tout, c'est paternaliste.
l'infirmière s'occupe de tout. C'est maternant. Elle est souvent infantilisante, au point que les démarches quotidiennes de la vie ne peuvent être assumées ni même envisagées par le patient. Parce qu'on ne lui a pas dit comment il fallait faire. On sait tout et on s'occupe de tout. Elle est encore dépersonnalisante. Les patients, souvent, ne peuvent se définir autrement qu'en tant que schizophrènes. Et donc, au début, on était surpris quand un nouveau arrivait au groupe et qu'on faisait le petit tour de table. On demande aux gens de se présenter brièvement et il dit, par exemple, « Bonjour, je m'appelle Michel et je suis schizophrène. » Et alors, on dit, ben, « Oui, mais quoi d'autre ?» Ouais. C'est un peu comme si je disais, je ne sais pas moi, je m'appelle Michel et je souffre de douleurs dorsales. Ok, mais bon, ouais, que dire d'autre? Eh bien, le patient, il cale, il ne sait pas trop quoi dire. Il ne sait pas trop ce qu'il est et il ne sait pas comment se présenter. La démarche asilaire classique, enfin, elle est aussi culpabilisante. En effet, recevoir le diagnostic de schizophrénie à vie s'apparente à une malédiction. Le changement de paradigme est profond, mais il nécessite des accommodements et des précautions. En effet, il y a un risque, ça se produit régulièrement, ou en tout cas ça s'est produit, un risque de sombrer dans l'antipsychiatrie. Un peu, c'est l'exemple que j'ai trouvé, comme l'esprit révolutionnaire et revendicateur de mai 68. C'est-à-dire un refus de la prise en charge médicale et du traitement, le sentiment que le système est castrateur, autoritariste, voire totalitaire, et que les soignants sont complices du système, ne sont pas habilités à juger, puisqu'ils ne savent pas de quoi on parle, ils n'entendent pas de voix, et ne comprennent pas la réalité profonde qui est vécue par les patients. Et je mets le mot entre parenthèses, parce que ce ne sont pas que des patients. Je vous renvoie pour information, mais je ne vais pas en parler maintenant, au questionnaire de Maastricht, qui est un document connu. C'est intéressant de prendre connaissance des questions, des questions du questionnaire, qui permettent, même si on n'est pas entendeur de voix, si on n'est que concerné d'une façon ou d'une autre, qui permettent de se rendre compte de certaines réalités. Et c'est les questions qui formulent et qui permettent d'entrer dans cette réalité, de prendre conscience de cette réalité. Il ne faut rien précipiter. En effet, c'est difficile, c'est très difficile de se mettre au diapason de chaque personne, en respectant ses doutes, ses remises en question vers ce qui semble toujours être la case départ. Donc le sentiment que la personne tourne en rond et recommence toujours à la case départ. C'est pas vrai. On peut tourner comme ça, mais on se déplace quand même, même s'il y a des hauts et des bas à chaque fois. L'impression que les cycles de fonctionnement sont inévitables. Les craintes de se confier du patient, donc il faut pouvoir appréhender ces craintes et les respecter, les craintes de se confier qui sont souvent liées à de mauvais souvenirs. Beaucoup de patients ont appris durement que ça coûtait cher de se confier, de vouloir se confier, de vouloir trouver des confidents. Et c'est sûr qu'il ne faut pas parler à tort et à travers. D'où l'intérêt des groupes d'entendeurs de voix. Ce sont des espaces dédiés où il est possible de parler en sécurité, où il est possible de se confier un peu et aussi de prendre connaissance de l'expérience des autres, de pouvoir comparer les expériences. Certains patients n'ont en fait jamais parlé de leur voix à quiconque, et même pas à leur psychiatre. Au début, on était très étonnés des patients chroniques qui sont soignés depuis parfois des dizaines d'années, qui disaient « je n'en ai jamais parlé ». Comment ça, vous n'en avez jamais parlé ? À votre psychiatre, vous avez déjà parlé de vos voix quand même. Ah ben non, il va remonter mon traitement. Ouais. Donc, même à ce niveau-là, il y a un tabou. La culpabilité du patient aussi. En effet, l'entente de voix est souvent liée à des événements traumatiques, à des mauvais traitements subis. Et ça, c'est un constat.
Donc c'est pas quelque chose que j'ai lu dans un livre, c'est une réalité. On est étonné de voir combien de patients, on va dire entendeurs de voix, quand on connaît un peu leur histoire, ils sont passés par des choses compliquées. Ouais. Les obsessions, les tentations du patient de stopper le traitement, par exemple, pour savoir comment il est vraiment. Comment je suis si j'arrête le traitement. Et ça, c'est une tentation légitime. C'est pas une tentation, en fait, c'est une curiosité de savoir comment je suis, comment je serai si j'arrête le traitement. Souvent, les gens arrêtent le traitement. Malheureusement, ils ne préviennent personne. Alors, notre boulot, donc je travaille également donc, dans un service de santé mentale, c'est de dire aux gens, si vous voulez arrêter votre traitement, vous avez le droit de le faire, prévenez votre médecin, dites-le lui. Alors le gens disent, mais non, je n'oserais jamais. Ah ben si, vous avez le droit, vous pouvez dire au médecin que vous souhaitez arrêter ou que vous avez arrêté. Au moins, il le sait. Et si à un moment donné, il y a un souci, il comprend éventuellement comment il doit réagir. Si vous ne lui dites pas que vous avez arrêté, le médecin, au moment où le problème risque de se présenter, il ne comprend pas, il lui manque des paramètres. Il peut penser que le médicament n'agit pas ou plus, des choses comme ça. Ouais. Donc, on peut dire qu'on veut arrêter son traitement. C'est compliqué, hein? C'est compliqué. Tout le monde ne souhaite pas arrêter son traitement. Il y en a qui l'arrêtent beaucoup de fois et puis qui comprennent que c'était plus compliqué que prévu et qui, en fait, sont plus tentés de respecter leur traitement. Hein? Peut-être qu'à ce moment-là, on peut adapter le traitement aussi. Ils sont tentés de reprendre des consommations de substances. Hein? C'est tellement bien d'un peu oublier toutes ces misères et de s'envoyer en l'air une bonne fois. Le prix à payer peut être très lourd. Donc ça, c'est une tentation, ça, effectivement. Alors, on doit pouvoir s'adapter au niveau intellectuel et à l'intelligence des gens. Comme partout, il y a des très malins et des moins malins. D'accord? Mais il y a des très malins. Il y a vraiment des gens qui sont très intelligents. On comprend rapidement, on comprend qu'on peut s'adresser d'une autre façon, mais comme on s'adresse à quelqu'un d'intelligent dans n'importe quel domaine, hein, on quitte, ici, on n'est pas limité au domaine de l'entente de voix. Les maîtres mots, vous les auriez trouvés tout seuls. Il s'agit de parler, il s'agit d'être empathique, donc c'est ce qui permet de s'approcher de l'autre sans l'envahir par nos projections. Ouais, ce qu'on plaque sur lui comme réalité, mais en fait qui vient de nous, ni vouloir le sauver à partir de nos convictions. Être sûr qu'on a compris ce qu'il lui fallait. Ouais, ça marche pas. Établir un lien de confiance qui permet d'être toléré par l'autre, même si on l'agace un peu, même si on est un peu à côté de la plaque. Mais le lien de confiance, il peut aider à dépasser des moments compliqués. Il y en a toujours. Des tensions, il y en a toujours. Alors, je vous propose en quelques mots le témoignage de Claudia, donc une patiente rétablie, qui est père aidante indépendante. Ça veut dire qu'elle travaille seule et qu'elle réunit des patients de façon indépendante, non liés à une équipe de soignants hospitaliers ou quoi. Et c'est l'actuelle présidente donc, du Rêve Belgium. Alors elle dit, voici ma propre description des personnes souffrant de psychose et de schizophrénie. Ce sont des gens bien, doués d'une grande sensibilité, un peu extraterrestres, oui. Beaucoup sont hauts potentiels, ont été confrontés à des traumas, elle aussi le dit. Hein. Conseil pour lutter contre l'autostigmatisation. L'auto, donc c'est le patient lui-même. Pouvoir en parler à des personnes en qui on a confiance. Donc, je ressors le lien de confiance. Prudemment, car il faut pouvoir prévoir la réaction des gens qui peuvent réagir de façon inattendue. Certaines familles ne peuvent pas vraiment être à l'écoute, leur conseil étant de ne rien dire et de se normaliser autant que possible. Ouais. Va acheter le pain, mais ne commence pas à parler de tes rêves ou de... Ouais. Va juste acheter du pain, quoi. Hein. Ok, il peut l'acheter du pain, mais ça ne peut pas se limiter à ça. Il faut pouvoir parler, il faut pouvoir se partager. Ce n'est pas mon choix d'être ainsi, dit-elle,
car je veux trouver des personnes à qui je peux en parler. Un rêve occupait mes pensées, donc c'est toujours Claudia qui parle, et mes souhaits depuis longtemps. Un véritable coming out se profilait, donc une espèce une sortie comme ça. Que les médecins comprennent mieux cette maladie en écoutant les vécus, les parcours vers le rétablissement. Ça m'a conduit vers la formation de père aidance. Donc elle a fait une formation, patiente stabilisée, puis rétablie, formation de père aidance, pouvant ainsi utiliser mon expérience de la maladie, du rétablissement, pour offrir aux personnes conseils, compréhension et expérience. Conseil, compréhension et expérience. Le statut de schizophrène est venu longtemps, donc pour elle, après le début de mes symptômes. Car j'avais pu développer un faux self en cachant mes symptômes. Donc elle s'était créée une véritable personnalité publique qui fonctionnait dans son métier. Donc elle est avocate. J'avais acquis un travail de responsabilité. Je ne laissais rien paraître quand j'entendais des voix. Pas un geste, pas un rire, pas une réponse. On dit souvent aux gens, si la voix est trop insistante, prenez votre téléphone et faites semblant de téléphoner. Comme ça, vous pouvez parler. Ça n'étonne pas les gens si on vous voit parler au milieu d'un couloir ou sur un trottoir. C'était ma stratégie pour m'intégrer. Pendant 12 ans, je me suis acquitté de cet emploi et puis je l'ai interrompu. Ce faux self a duré 25 ans. Je passe à autre chose, c'est l'historique du rêve. Je vous en ai parlé avant de commencer, je vous en ai touché un mot. Donc c'est Lucie Guyot, une membre active dès l'origine, qui nous raconte, et alors je reprends une partie de son témoignage, qui est exemplatif dans le sens que justement ça peut inspirer. On peut se dire, bah oui, dans le fond, c'est intéressant ça, pourquoi pas, hein, c'est faisable, on peut comprendre, quoi. Elle dit, le début d'une aventure, c'est souvent affaire de belles rencontres et d'heureux hasards. Ben ouais. Anne, Ariane, Françoise, membre fondatrice, évoluaient depuis de nombreuses années dans le domaine de l'ésotérisme. C'était leur truc à elles. Ouais. Elles accompagnaient le passage d'entités restées sur Terre vers la lumière. Alors je vais vous dire, je garde le témoignage de ces trois dames, mais je suis complètement étranger à cette réalité-là. Mais ça ne fait rien. Il n'y a pas de jugement de valeur. C'était le point de départ. C'est via ça qu'elles en sont venues à s'intéresser aux rêves. Et elle dit, donc c'est encore Lucie qui parle, hein, de la part des trois, hein, ces entités peuvent parfois prendre possession et se manifester par des voix. Et en libérant les âmes errantes, elles pouvaient libérer des personnes possédées par les voix qui les envahissaient. Et bien sûr, c'est très difficile de distinguer entre l'emprise d'une entité et un problème psychologique, car souvent, les entités se greffent sur une fragilité existante. Ça m'a intéressé, parce que c'est souvent le cas des assuétudes, c'est souvent le cas des problèmes de dépendance en général, une fragilité qui fait que c'est compliqué de se défendre contre un envahissement, on va dire. Ouais. Alors, ben voilà, elles essayent une libération d'entités. Si l'état de la personne s'améliore, ben tant mieux, c'est qu'il y avait une entité. Sinon, on continue un travail plus psychologique. Donc, on fait un discernement. Alors, elles se sont rapidement rendues compte que leur pratique s'est heurtée à des limites. En effet, que faire avec des personnes qui entendent des voix, mais pour lesquelles, de toute évidence, il ne s'agit pas d'entités possessives. Alors, elles calaient, parce qu'elles se disent, mais que faire? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus, nous, pour aider ces gens-là? On sait bien qu'il n'y a pas d'entité, mais on voudrait bien pouvoir faire quelque chose pour eux. Et c'est cette recherche d'alternatives qui les a amenés à croiser le chemin du Rêve France. Donc, nous y voilà. Okay. Elles en ont entendu parler et elles se sont dit, ben, ça doit être intéressant, on va aller voir ce qu'ils racontent. Et elles se sont donc rendues à un colloque organisé en France. Elles ont rencontré une psychologue, Elodie, qui projetait de venir s'installer à Bruxelles pour terminer ses études et qui, depuis 1 an déjà, assistait à un groupe d'entendeurs de voix facilité par Vincent Demathier. Donc, Eric connaît un petit peu.
qui est donc le cofondateur du Rêve France, avec Yann de Robert. Je cite les noms parce qu'ils sont très très connus. C'est l'actuel président du Rêve France. Et donc, Élodie avait également suivi une formation de facilitation. Donc, pour mémoire, le facilitateur, c'est le modérateur. Et donc, ça ne s'improvise pas. Et donc, c'est bien d'avoir une introduction par une formation. Alors, est-ce que j'ai quelque... Non. Alors, l'engagement d'Élodie dans le mouvement, ça c'est intéressant, est consécutif à l'hospitalisation en psychiatrie d'une de ses amies. Donc Élodie, elle était directement interpellée parce qu'il y a une de ses amies qui s'est retrouvée internée en psychiatrie. Et cette amie, diagnostiquée schizophrène, lui avait raconté comment elle s'est sentie en position culpabilisée vis-à-vis de sa maladie, par l'institution, par les soignants. Comment le traitement médicamenteux, donc la pharmacologie, occupe le premier plan dans le discours des médecins au détriment de l'intérêt pour le vécu, son vécu à elle, et le sens qu'elle donne à sa vie. Ouais. Les violences institutionnelles qu'Élodie observe elle-même lors de ses stages la renforcent dans sa recherche d'autres modèles et d'autres pratiques. Les 4 femmes restent en contact, décident d'organiser une conférence à Bruxelles en présence de Marius Rom, donc le psychiatre hollandais du début, qui accepte, et ça fonctionne. Cet événement est un succès. Et il a permis des premiers contacts avec des entendeurs de voix intéressés, qui souhaitaient, qui étaient d'accord pour former un groupe. Mais il y avait aussi des professionnels, des usagers militants, on va dire, prêts à s'engager. Jean-Marc Prils, donc, qui est le premier contact d'Éric récemment, et qui, c'est un peu par le truchement de Jean-Marc que je suis ici aujourd'hui, un psychologue bruxellois, fait partie des militants actifs de la première heure. Et puis ils ont rencontré quelques résidents, ils ont accompagné, quelques résidents et des membres de l'hôpital où elle travaillait, Lucie, celle qui nous parle, celle qui raconte, afin d'assister à une autre conférence. Donc on voit que les choses s'enchaînent. C'était à un autre endroit, peu importe. Et Lucie nous dit, on nous servait du thé, on nous apportait des gaufres, élément très motivant lors d'une rencontre. J'ai gardé la phrase parce que c'est vrai que c'est important de se sentir accueilli avec une tasse de thé et des gaufres. Elles ont participé quelques fois, mais comme certains résidents, donc des gens qui sont hospitalisés au long terme, comme ils ne se déplacent pas beaucoup, ils ont demandé pourquoi le groupe ne pouvait pas se tenir à la maison de santé de soins psychiatriques elle-même. Donc les patients ont dit, pourquoi on ne fait pas le groupe carrément à l'hôpital, Alors il y a eu une discussion, et puis finalement le feu vert a été donné pour envisager d'aménager le groupe au sein de la maison de soins. Il s'en est suivi un débat avec l'association Rêve Belgium, parce qu'il y avait d'autres personnes de l'association qui ne faisaient pas partie de cette institution psychiatrique et qui ont posé des questions. Voilà les questions. Et donc c'est des questions auxquelles tout le monde est confronté. Donc si à un moment donné vous souhaitez créer un groupe d'entendeurs de voix, il y aura des gens qui ne pensent pas la même chose que vous, il y aura des voix qui vous apparaîtront comme discordantes, il faudra en tenir compte, sachant que tous les avis sont intéressants. Il faut tenir compte de tous les avis et il faut se rendre compte que les situations sont spécifiques et méritent d'être discutées. Les questions fusées. Est-ce que ce serait un groupe d'entendeurs puisqu'il se passe dans un lieu de soins ? C'est-à-dire qu'il y a un contrôle de la part des professionnels. Des gens qui disent ça sont ceux qui se méfient des professionnels. Ouais. Pourquoi ne pas plutôt se réunir dans un lieu public, un lieu comme un café, un peu comme ici aujourd'hui. On est dans un endroit qui n'est pas connoté. Que faire du secret de la séance? C'est une fameuse question. Donc dans des services fermés où l'avis des soignants a beaucoup d'importance, a une importance décisive pour la date de sortie des patients,
c'est compliqué pour un patient d'aller dire qu'il traverse une phase difficile où ses voix reviennent massivement et où il sent qu'il n'est pas bien, etc. C'est compliqué d'aller dire ça, hein, parce qu'il sait bien que ça va être récupéré, cette information. Donc, que faire du secret de la séance? Parallèlement, donc, elles ont commencé à suivre une formation pour comment faire pour démarrer un groupe d'entendeurs de voix et travailler avec les entendeurs de voix dans la perspective du rétablissement. Donc ce n'est pas une simple psychoéducation, comment faire pour gérer sa maladie, c'est comment envisager un rétablissement. Ouais. Alors, elles ont créé une brochure, hein, indiquant l'horaire, le lieu, des règles générales que les participants ont énoncées eux-mêmes. On ne se moque pas pendant une tenue de groupe, on n'interrompt pas celui qui parle, on peut parler des voix sans tabou, on a le droit de ne rien dire. Si c'est trop intime, on peut demander pour en reparler après en aparté. On peut arriver un quart d'heure en retard, mais on quitte tous ensemble. À Mons, on est encore plus libéral. On dit si ça ne va pas, si à un moment donné il y a un souci, vous pouvez vous lever et simplement dire au revoir et partir. Il n'y a aucun souci, il n'y a pas de problème. C'est déjà arrivé, mais c'est un petit peu rare, mais c'est déjà arrivé. Et les facilitateurs donc, du groupe ont ajouté au règlement « Nous sommes tous égaux, même si nous occupons une fonction de soignant ». Donc, souvenez-vous, il y a deux sortes de facilitateurs, des gens qui sont soignants et des entendeurs de voix stabilisés. Alors, au sein du groupe, il s'agit de ne pas recréer les clivages qui existent dans le monde hospitalier. Ouais, on souhaite, si possible, dépasser cette situation-là. Et donc, les facilitateurs ont ajouté, hein, on est tous égaux. On ne se positionne pas parce qu'on est soignant et on veille, bien sûr, au bon déroulement de la réunion. Alors, je vais essayer de résumer. Alors oui, donc le groupe a commencé à se tenir de façon confidentielle, on va dire, au sein de l'institution. Et puis au fil des mois, il y a des gens qui ont montré un intérêt, ouais, des membres du personnel, principalement des stagiaires infirmières. Oh là, zut, j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Principalement des stagiaires infirmières, et ça c'est intéressant. Donc c'est que probablement ce ne sont pas surtout des vieux psychologues qui ont manifesté un intérêt, c'était plutôt des jeunes qui cherchaient des pistes, qui voulaient tout savoir et qui ont manifesté donc un intérêt pour le groupe. Alors Lucie nous dit encore qu'elle a suivi un week-end résidentiel avec des gens connus, et qu'il y avait beaucoup de parents présents accompagnant leur enfant adulte et qu'elle avait particulièrement apprécié un travail en petits groupes comportant un entendeur, un parent et un rapporteur. Ouais. La question donc tournée, c'est une question très intéressante et qui revient toujours, c'est qu'est-ce qui s'est passé au moment où vous avez entendu des voix ou une voix pour la première fois? C'était dans quelles circonstances? Ouais. On se rend compte qu'il y a des choses qui reviennent régulièrement. Bien sûr, chaque situation est différente. Lucie nous dit encore qu'avec les années qui passent, ils sont arrivés à mieux saisir le sens du rétablissement comme mouvement global dans l'institution. Donc, dans une institution qui classiquement gère, on va dire, des maladies importantes, graves, il y a quelque chose qui a évolué et on s'est tourné vers l'idée de rétablissement, donc de sortie d'une situation qui semble enlisée. Des collègues en réunion, par exemple, donc une réunion pluridisciplinaire, se mettaient à remplacer le mot halluciné par phénomène. Donc on désigne les événements qui sont vécus par une personne qui parle de son entente de voix. Oui, ok.
Donc, encore une fois, en bas de la dia, c'est important de dire qu'un groupe, donc avec le travail de ces facilitateurs, se tient dans une perspective de rétablissement. Alors, pour rappel, j'en ai déjà touché un mot, il y a différentes formules de groupe. Et donc, ce n'est pas un groupe ou le groupe dans l'absolu, c'est adapté aux circonstances, forcément. Il y a le groupe, la formule intramuros institutionnel, donc un groupe qui se réunit au sein d'une institution. J'en parlais tout à l'heure un petit peu avec Eric. Probablement que ce type de groupe sera davantage un groupe qui fournit une information sur le phénomène de l'entente de voix. Ouais. Ça peut sensibiliser des patients, les soignants, des proches sur le phénomène de l'entente de voix. Mais au sein de l'institution, c'est plus compliqué d'envisager une prise en charge, on va dire, thérapeutique, même si les groupes, classiquement, s'appellent groupes d'entraide. C'est beaucoup plus facile de faire passer l'idée de groupe d'entraide, ça, ok. Par contre, groupe thérapeutique, c'est compliqué. Moi, je ne suis pas thérapeute, je suis infirmier, je ne suis pas thérapeute. Donc, je ne peux pas dire que je travaille dans un groupe thérapeutique. Si je peux le dire, mais ça va être compliqué. Donc, groupe d'entraide, c'est plus facile. Ouais. Alors, il y a les groupes extérieurs indépendants. Donc, bien sûr, ils peuvent également faire de l'information, de la sensibilisation, mais éventuellement, et sur demande de certains participants, il peut y avoir une démarche qui est davantage tournée vers la thérapie, rétablissement. Ouais. Aujourd'hui, existe aussi un groupe virtuel qui est tenu par Zoom. J'espérais pouvoir assister à une séance avant de venir ici, mais malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion. Mais je le dis, ça existe, il y a moyen de se renseigner pour peut-être rejoindre cette séance Zoom. Donc Lucie me l'avait proposé, et puis finalement, je n'ai pas pu être présent ce jour-là, et donc je l'ai raté. Alors, c'est quoi un groupe d'entraide? Le core business, donc le cœur d'activité, c'est le témoignage de personnes concernées, les entendeurs de voix. Ouais. C'est ça qui est au cœur de toute la démarche réseau entendeurs de voix. Ces personnes facilitent le groupe, donc j'ai déjà utilisé le mot plusieurs fois, à tous les stades de leur propre évolution. Donc les facilitateurs peuvent faciliter à tous les stades de leur évolution, c'est-à-dire de leur reconnaissance de leur propre situation. C'est un processus long. C'est pas quelque chose qui se fait comme ça en une seule fois. C'est quelque chose qui s'établit, qui se travaille. Les étapes de la reconnaissance, c'est 1, oui, je suis un entendeur de voix. 2, pourquoi suis-je entendeur de voix? Inévitablement, la question surgit. Et troisièmement, à quoi correspondent mes voix? Comment ça se fait que j'entends cette voix-là qui me dit des choses, toujours la même chose ou quoi? Donc ça, c'est des phases. Hein. Ces personnes, les facilitateurs entendeurs, sont des initiés par rapport aux soignants professionnels qui, eux, sont des apprentis. C'est-à-dire qu'ils vivent ça de l'extérieur, ils participent d'une façon ou d'une autre, mais ils ne vivent pas la situation. Ils ne sont pas dans la situation. Ce témoignage, il sert à déstigmatiser, c'est vraiment le premier but. C'est d'aider les personnes entendeuses et leurs proches à supprimer cette autostigmatisation qui leur fait tant de tort. Donc ça sert à déstigmatiser le phénomène, démarginaliser, détabouiser, et j'ai vu que c'est des mots qui figuraient dans le... détabouiser le phénomène d'entente de voix pour les autres personnes qui vivent ainsi que pour les proches. Alors, l'outil qui permet ce travail, c'est le groupe d'entraide. On y est, d'accord? Donc des personnes entendeuses. Et comment il fonctionne? C'est via l'organisation groupe d'entraide. Alors, ça c'est un peu pour rigoler, hein. J'ai mis cette association de bienfaiteurs sans but lucratif, est un instrument fragile, mais très dynamique, qui fonctionne de manière spontanée, peu encadrée. Si on cadre trop le travail, il perd en spontanéité. Et c'est presque synonyme de perte d'efficacité.
Donc si on veut être trop cadrant, trop organiser les choses, trop prévoir à l'avance, etc., ça ne marchera pas. Enfin, il n'y a pas que ça. Il ne peut pas y avoir que ça. Ouais. L'activité du groupe, donc, dépasse la psychoéducation. Elle va vers une activité thérapeutique. Alors, la présence des facilitateurs, elle correspond à un besoin, celui de modérer les participants d'un groupe. Hein, comme dans n'importe quel groupe. Dans n'importe quel groupe, de n'importe quelle activité, il faut quelqu'un qui organise, qui modère, qui structure un peu, qui distribue la parole. Ouais. Note, et ça c'est vraiment moi qui le mets, la tenue donc, des participants au cours d'une réunion, au cours d'un groupe, est en général remarquable. C'est quelque chose qui nous a régulièrement impressionnés. C'est que les gens soient capables d'échanger sur des réalités aussi compliquées et aussi chargées d'émotions, aussi chargées de valeurs, avec un respect qui est tout à fait remarquable. Et alors je note, hein, c'est aussi pour rigoler, ça pourrait utilement inspirer nombre de politiques hein, qui se battent comme des chiffonniers, hein, qui peuvent se battre comme des chiffonniers. Le facilitateur, donc, peut être un entendeur patenté, stabilisé, capable d'évoquer les aspects de sa propre situation en les formulant sans trop d'affect. Donc il doit parvenir à restituer, à formuler, à échanger au sujet de sa situation sans fondre en larmes, sans sortir en claquant la porte. Donc c'est tout un boulot, ça c'est compliqué de faire ça, hein. C'est très très compliqué. Il doit aussi pouvoir écouter la situation des autres, sans que les résonances inévitables avec sa propre situation n'interfèrent trop avec sa position de neutralité et de distribution de la parole. Et je me souviens d'un monsieur, c'était pas un entendeur de voix, c'était un toxicomane, qui était en voie de stabilisation et qui souhaitait, et qui m'avait donc confié des éléments de son vécu. Et il souhaitait aider des jeunes. Et il voulait aller parler à des jeunes, dans des écoles. Et je lui avais dit, mais, oui, c'est bien, mais est-ce que vous êtes sûr de pouvoir parler librement de votre situation? Et il m'avait dit, oui, je pourrais. Et je lui ai dit, mais vous m'avez expliqué comment vous fournissiez la drogue. Est-ce que vous pouvez répondre à la question si on vous la pose, que vous avez volé des autoradios et que vous avez arraché quelques sacs? Et là, il a compris que c'était compliqué, que c'était terriblement difficile et qu'il y avait tout un travail. Il fallait mettre ça au point, il fallait être au clair vis-à-vis de tout ça. Ouais. Donc c'est un exemple, on va dire simple, mais qui permet de toucher du doigt la difficulté. Ouais. Alors, où est-ce que j'en suis? Il existe une formation de père aidant dans un cadre psychiatrique général. Donc des bénévoles, des volontaires, des pères aidants, il y en a beaucoup. On peut, les exemples les plus simples et les plus anciens, c'est pour le diabète, des nouveaux patients diabétiques, il faut les mettre au courant de leur maladie, comment ils vont faire leurs injections, tout ça. Hein. Pour diverses interventions chirurgicales, des personnes qui vont donner des conseils ou parler de leur vécu. En psychiatrie, c'est déjà plus compliqué parce qu'il y a une subjectivité plus grande et qu'on est plus impliqué en tant que personne dans la situation, hein, en cas de maladie mentale. Il existe une formation pour facilitateur. Alors, j'ai dit que le facilitateur pouvait être un entendeur stabilisé, il peut être aussi un soignant professionnel. Donc, voilà, moi j'en suis un. Ces deux personnes, idéalement, elles interviennent en binôme dans le groupe. Donc, si c'est possible, ça c'est une bonne formule, avoir deux facilitateurs, un soignant professionnel, un entendeur de voix stabilisé. Si vous cherchez des réponses, ça c'est Ron Coleman, ne demandez pas à l'homme instruit, demandez à l'homme expérimenté, le gars qui sait de quoi il parle, ou la dame. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il fait le facilitateur concrètement? Il intervient dans plusieurs situations qui sont typiques. Il doit démarrer la réunion en proposant un tour de table, de présentation. Il peut proposer un thème à la réunion et garder le fil rouge pour recentrer les débats. Ouais. Il peut inviter
celui ou celle qui ne parle pas à prendre la parole. Tiens, au fait, vous n'avez pas encore parlé, vous ne vous êtes pas exprimé. Est-ce que vous pensez quelque chose de ce qu'on est en train de dire? Vous souhaitez peut-être partager? Hein? Alors la personne va peut-être, elle va être étonnée, évidemment, elle va dire oh non, non. Et puis éventuellement, elle va se mettre à parler. Alors, il doit aussi rappeler à celui qui monopolise la parole que chacun a le droit de parler. Donc il y en a une fois qu'il commence à parler, il ne s'arrête plus. Il faut pouvoir dire, attendez, vous avez eu l'occasion de vous exprimer, on va essayer de laisser parler les autres. Hein, c'est pas facile de faire ça. Surtout quand quelqu'un en vient à se livrer et parle avec beaucoup d'émotion et beaucoup de, vous voyez ça, de véhémence, c'est difficile d'interrompre. Il faut contenir les débordements émotionnels, les confessions qui relèvent du domaine privé. Donc il faut pouvoir dire, attendez, ici, c'est pas l'endroit pour parler de ça. On comprend, mais si vous voulez, on peut en reparler après. Pas maintenant. Alors souvent, les gens, ils comprennent. Ils disent, ah oui, ok, d'accord. Ouais. Il faut pouvoir clôturer la réunion en résumant les débats par un nouveau tour de table. Ben voilà, on va résumer ce qu'on a dit, mais ça, c'est classique. Hein. Il faut fixer l'agenda, recueillir les coordonnées des nouveaux participants. Le facilitateur peut proposer un entretien préliminaire à un participant potentiel qui stade. Et ça, c'est important parce qu'on s'est rendu compte avec le temps que les gens ils ne viennent pas spontanément. Personne ne va aller spontanément sonner en disant « c'est ici les entendeurs de voix, je viens parce que j'ai entendu qu'il y avait des séances ». Ça ne passe pas comme ça. Et donc, au début, on pensait naïvement que c'était le cas, que les gens viendraient parce qu'ils avaient très envie d'avoir des informations. C'est pas comme ça. Ce qu'il faut, si on a une information concernant quelqu'un qui serait intéressé, souvent c'est par une assistante sociale ou un psychologue. Moi j'aime bien téléphoner en disant, si vous me laissez son numéro ou vous lui proposez de m'appeler, et comme ça on peut en parler. L'idéal, c'est que les gens appellent eux-mêmes. Hein. Ah oui, bonjour, oui, on m'a parlé de vous, et alors vous êtes intéressé. Essayez d'introduire, on va dire, la thématique. Et éventuellement, on a une chance qu'ils viennent à la réunion. Ouais. Éventuellement, ils disent, ok, ouais, oh, je viendrai, ça m'intéresse beaucoup. Et ils ne viennent pas. Ouais. Ou il y en a qui disent, bah, je sais pas, je vais voir, il faut encore que je réfléchisse. Et ils viennent. Donc, il y a tous les cas de figure. Mais c'est comme ça que ça se passe. Hein. Alors, le facilitateur, il a des rôles également qui sont beaucoup plus subtils que tout ce que je viens de dénoncer, en tant qu'entendeur de voix. Donc, facilitateur, entendeur de voix. C'est lui que les participants au groupe, les participants entendeurs de voix, viennent écouter. Pas les soignants. Ouais. Donc, ceux qui viennent au groupe, qui sont entendeurs et qui sont intéressés, ils viennent pour entendre des entendeurs, pas les soignants. Et donc, au début, Jean-Marie et moi, mon collègue le psychologue, et moi, on pensait que les gens venaient nous écouter, parce qu'on avait lu des livres, on avait lu des articles, on avait toute une expérience de vécu. Les patients, en gros, ils s'en fichent. C'est pas ça qui les intéresse. Eux, ce qu'ils veulent, c'est pouvoir écouter d'abord les expériences des autres, le vécu des autres, et à un moment donné, ils entrent en résonance et ils se mettent à parler tout seuls. À un moment donné, ils disent « Ah ben justement, moi ça me fait penser » et tac, ça y est, c'est parti. Ouais. Mais ça se passe entre entendeurs. Ouais. Alors, je donne un exemple. Je vais essayer de vous expliquer ça. On a un participant qui confie un élément de vécu. Donc, il raconte une expérience ou quelque chose qui le concerne. Et cela est compris et commenté par un autre qui dit « Ah ben oui, justement, moi aussi, ce que vous dites là, Donc, l'autre, il réagit. Et cela se passe sans que nous, les soignants, comprenions de quoi il s'agit. Donc, on assiste à l'échange de balles entre deux personnes ou éventuellement entre plusieurs personnes. On se regarde éventuellement, on n'arrive pas à capter, mais il y a quelque chose. Hein. Eux, ils savent bien de quoi ils parlent, mais nous pas. Alors, il nous faut du temps
Alors on pose des questions, on se renseigne. Donc si on ne fait pas les malins et qu'on pose les questions, les gens ils nous répondent, ils nous expliquent. Et alors on parvient à capter quelque chose et à sentir quelque chose comme ça. Hein. Vous voyez ça? Alors ça c'est extraordinaire parce qu'on a l'impression d'avoir gagné quelque chose. Ouais. Donc c'est souvent celui-là qui comprend et qui même initie l'échange entre les participants, dès qu'il devient spécifique. Hein. Dès que ça devient spécifique, c'est-à-dire dès qu'on parle d'entente de voix, c'est entre initiés. Et donc, une fois que ça se produit dans une réunion, on se dit « Ah, ça y est, la réunion, elle a démarré. Ouais ». Alors, il est arrivé aussi qu'un participant donc, évoquait sa situation. Alors, nous avons bien compris de quoi il parle. Par exemple, c'est un problème avec un proche. Hein, mais il ne le dit pas. Et nous n'osons pas le dire. Parce que nous savons que c'est vraiment le pavé dans la mare. Et donc, nous, les professionnels, on ne dit rien. Et c'est un autre patient qui dit « ça, c'est le problème que tu as eu avec ton père, ta mère, n'importe qui. Ouais. » Et l'autre est étonné. Parce que effectivement, c'est bien de ça qu'il s'agit. Et nous aussi, on l'avait compris, mais on n'a pas osé le dire. Parce que la position de soignant, elle reste surplombante. Et donc, la parole du soignant, elle a une espèce d'impact comme ça. Et nous, on sait ça. Et donc, on n'a pas de raison de le dire, parce qu'on ne voit pas pourquoi on aurait un impact, parce qu'on devrait avoir un impact particulier. Mais alors, c'est éventuellement un autre patient qui le dit. Et alors ça passe facilement, c'est accepté. Donc, un patient qui capte le fil rouge de l'échange, d'accord, alors que le soignant comprend mal de quoi il est question et ne peut que suivre l'échange de balles. C'est ce que je vous ai dit il y a 2 minutes. Alors, pour ce qui est du facilitateur non-entendeur, donc un soignant, et qui doit être inclus dans le groupe, ouais, il se fait que c'est souvent le soignant présent qui atteste, sur demande des entendeurs de voix, la validité on va dire, des diagnostics proposés. Donc, un entendeur de voix qui dit « bah oui, mais ça, c'est parce que tu es bipolaire. Hein » parce que tu es bipolaire, ou c'est parce que tu es je ne sais quoi. Et alors, on dit, « hein, c'est vrai, hein, tu es bipolaire, hein ?» On me demande ça à moi, donc je ne suis pas payé pour donner des diagnostics, on ne peut pas en faire, je ne suis pas médecin. Mais donc, spontanément, les gens nous demandent à nous, et donc on est comme un peu, on va dire, comme une référence, presque malgré nous, parce qu'on ne veut pas jouer à ça. Hein. Alors c'est souvent le soignant qui contient les débordements de temps de parole. Donc quand il y a des patients qui s'emballent et qui commencent à parler et qui éventuellement se connaissent très bien, c'est difficile pour un entendeur de voix de dire à son pote entendeur de voix « Oh écoute, t'as assez parlé, maintenant arrête ». Et donc c'est souvent le soignant qui dit « Bon allez, on en reste là parce que de toute façon aujourd'hui on n'ira pas plus loin que ça, on va essayer de continuer et on donne la parole à quelqu'un d'autre ». Donc le soignant, il a un rôle, il a quand même un rôle. Ouais. Alors, le facilitateur soignant, il est accepté s'il ne la ramène pas avec son expertise et son rôle cadrant. Ah, ça, c'est facile. Hein. Et donc, sa présence peut être considérée comme contributive. Alors, en fait, la tenue d'une réunion, c'est le moyen terme entre l'interventionnisme, donc le cadrage, et la spontanéité, où il faut laisser les choses se passer. C'est parfois un peu vertigineux ou surréaliste, comme Eric disait tout à l'heure, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Des fois, on se dit « Ouh, qu'est-ce qui se passe ?» Mais il faut pouvoir laisser les choses se dire, se faire. Alors souvent, les facilitateurs du groupe sont tentés par l'idée du succès de fréquentation. Donc on voudrait que ça marche, on voudrait qu'il y ait plein de monde au groupe. En fait, c'est pas une bonne idée. D'abord, on ne rencontre pas un succès de masse, donc c'est pas que tout d'un coup les gens vont se presser au portillon pour assister à la séance. Mais en plus, s'il y a trop de gens, on ne sait plus parler. Et donc ça doit devenir plus directif.
Aujourd'hui, par exemple, si on était 4 ou 5, on aurait pu faire un petit tour de table pour se présenter, dire qui on est, etc., pourquoi on est venu, tout ça. Ici, on est trop. Donc, ça prendrait trop de temps. Ouais. Donc, le groupe, c'est pareil. On doit devenir plus directif. Éventuellement, même, on ne donne pas la parole et on propose un thème qu'on va développer. Ouais. S'il y a très, très peu de gens présents, ça peut permettre de créer un lien fort entre soi, ou pas. Si ça ne marche pas et qu'on se regarde dans le blanc des yeux, le temps dure longtemps. Hein, ça peut être compliqué d'attendre la fin de la séance. Alors, je pense que j'ai rien passé. Non, voilà, c'est ça. On passe à autre chose. Donc, vous voyez, j'aborde un peu des thèmes. J'ai essayé de classer. Et à l'entête de chaque diga, il y a un peu le titre comme ça. Hein. Donc, à propos de la psychose et des voix, ben, quand on entend parler quelqu'un qui manifestement est halluciné, hein, ou est en proie au délire, c'est surprenant parce que d'abord la personne a un regard qui peut être très insistant, donc on se sent comme scruté, et en même temps c'est comme si le regard était un peu flottant, et donc quelque part le regard est vide. La personne, elle ne regarde pas à l'extérieur, c'est comme si elle se regardait, c'est comme si elle voyait quelque chose qu'elle vit à l'intérieur, et alors c'est un peu projeté à l'extérieur, mais on peut être mal pris parce qu'on a l'impression d'être scruté ou qu'il y a une agressivité dans le regard. C'est impossible, a priori, de comprendre ce que vit une personne hallucinée. Donc, il ne faut pas croire qu'on a des intuitions et qu'on va comprendre tout seul, etc. C'est pas vrai. On ne sait pas, on ne peut pas savoir. Chaque réalité est spécifique, est très spéciale. On ne peut pas savoir à l'avance. On peut être tenté de se dire, quand on écoute un halluciné qui parle de son délire, est-ce qu'il se fout de ma gueule? Qu'est-ce qu'il me raconte? C'est n'importe quoi, ça. On peut être tenté de dire ça. Ouais. On peut être tenté de juger et d'arrêter sur le champ en disant oh, j'en ai marre, j'arrête. C'était pas la peine de venir, on arrête là. Et donc, ouais, la nervosité de l'halluciné, elle est éminemment contagieuse. Donc on est vite pris par cette nervosité et on devient soi-même nerveux et alors c'est compliqué à gérer, difficile à gérer ça. Hein. Cette perte du fil du discours, donc passer un peu du coq à l'âne, hein, c'est perturbant, agaçant, contradictoire. Il faut apprendre à gérer ça. Hein. Il y a un sentiment d'incapacité ou d'impossibilité de mener à bien. C'est la fameuse impuissance du soignant. Hein. Les soignants détestent ça. Hein. Ils aiment bien avoir l'impression de savoir que leur patient est heureux et va se rétablir et que c'est grâce à eux. Ouais. Malheureusement, c'est pas comme ça. Alors, voilà, si la voix, si le patient, si la personne hallucinée se met à parler tout haut de ses voix, de son contenu délirant, souvent, elle supprime les impératifs moraux. C'est une phrase polie pour dire que parfois il y a des choses qui sortent et on est loin des discours académiques et du politiquement correct. Quoi, hein. Ça peut devenir... Donc ça, au début, c'est perturbant aussi. Puis après, on s'habitue, quoi. C'est parce que voilà, c'est la réalité. C'est ça, la réalité. Hein. C'est ça qui fait qu'il y a quelque chose qui bloque là et qui tourne. Hein, qui tourne. Pour l'halluciner, ça peut durer des semaines, des mois, avec fatigue, épuisement, dépression, isolement, un sentiment de viol intégral, puisque la voix qui parle, elle sait tout. Il n'y a aucun moyen de lui cacher quelque chose, d'où ce sentiment de viol intégral. Sentiment de persécution qui est souvent reporté, focalisé, hein, externalisé sur un voisin, un parent, un soignant. Il y a une explication habituelle de l'origine de ma voix, moi qui entends des voix, par l'intervention de Dieu, d'un ange, d'un démon, du diable, d'une âme errante, des extraterrestres. Alors, au début, ça aussi, ça fait bizarre, hein, quand quelqu'un dit, ben oui, c'est les extraterrestres, ils vont bientôt arriver, pour l'instant, ils ne sont pas encore visibles, mais ils me parlent déjà, ce genre de choses. Au début, comment ça, des extraterrestres? Mais moi, je ne crois pas aux extraterrestres. Il ne faut pas penser ça, il ne faut pas dire ça.
Ouais. Je pense que je vais y revenir un petit peu plus loin. Ouais. Donc, les psychotiques sont comme de grands blessés, qu'ils le sachent ou non, et que leurs proches le croient ou pas. Donc c'est Yann de Robert qui avait dit ça quand on était allé l'écouter à Paris, le président du REF France. Le déclenchement de la psychose, donc l'événement initial, est couramment rapporté à une première impression de toute puissance. À un moment donné, la personne a eu l'impression que rien ne lui résistait, qu'elle était omnisciente, qu'elle savait tout, qu'elle pouvait tout se permettre. Ouais. Et c'est ça qui fait péter les plombs et rompre les liens avec la vie courante. Donc si on est dans cet état d'esprit-là, c'est impossible de se lever le matin alors qu'on n'a pas envie d'aller bosser ou d'aller à l'école ou des choses comme ça. Et donc il y a une espèce de rupture avec la vie courante et souvent c'est l'entrée en psychose. On dit ça, hein. Ben oui, c'est son entrée en psychose. Donc souvent, fin de l'adolescence, des choses comme ça. Alors, les explications que fournit la personne, donc Dieu, le diable, un alien, sont en relation avec, c'est le plus général que j'ai trouvé comme expression, le bassin culturel. Ouais. Donc ça est la religion, l'éducation, la biographie, les rapports et les vécus avec l'école, les proches, etc. Et ces explications, donc c'est Dieu qui me parle, etc., elles correspondent à un besoin de donner du sens à la manifestation. Donc si moi demain j'entendais une voix qui me parle, la première question que je me dirais c'est qui me parle? Et alors je vais répondre en fonction de mon bassin culturel, en fonction de mes convictions. Je vais dire que c'est Dieu, le diable, un ange, etc. Ouais. Ou le voisin, par les fils du téléphone. Ouais. Alors on dit souvent que les convictions des gens sont arbitraires, alors qu'elles sont subjectives. Donc c'est le sujet qui parle, en disant c'est Dieu qui me parle ou c'est un ange. Ouais. C'est pas arbitraire du tout. Pour lui c'est tout à fait logique, c'est certain. Il a la conviction que c'est ça. Ouais. Et ces déclarations, quant à l'explication, elles ne doivent pas être justifiées. Donc il ne faut pas demander à la personne « Pourquoi tu crois que c'est un extraterrestre qui te parle ?» Ça le perturbe. Pour lui, c'est un extraterrestre, à un point, c'est tout, quoi. Ouais. Alors, souvent aussi, donc c'est quelque chose qui revient régulièrement, la personne, donc on va dire psychotique, est investie, a été investie, se sent investie d'une mission spéciale, hors norme. Et donc, on a un suivi ancien avec une jeune femme qui m'a confié, mais après peut-être 2 ou 3 ans de suivi, elle m'a dit, vous savez, mes voix m'ont chargé de réparer le trou dans la couche d'ozone. Le jour où j'ai entendu ça, j'étais quand même, wow, je me dis, ça alors, elle s'est mise sur le dos l'idée de devoir réparer le trou dans la couche d'ozone ou de trouver un traitement au cancer. Une fois qu'on a ça comme mission, il faut gérer, hein, c'est compliqué hein, de tenir la route au jour le jour avec ce genre d'idées. Ouais. L'événement déstabilisant est assez souvent une première expérience sentimentale, impossible à gérer. Donc l'expérience sentimentale, c'est pas à cause de ça, mais c'est quelque chose qui fait que à ce moment-là, il y avait beaucoup d'émotions en jeu et c'était difficile de continuer à fonctionner parce que on était pris par un sentiment amoureux. Ouais. Couramment, la personne commence à croire que la radio, la télé lui parle, que les fils électriques, téléphoniques ou les antennes acheminent des messages et ou permettent de l'espionnage. Et donc la jeune dame en question, elle nous avait dit aussi, au début, j'entendais des messages à la radio. Elle était au boulot, elle était coiffeuse, et elle entendait la radio et elle avait le sentiment qu'il y a un message personnel qui lui était donné par la radio. Et ça lui semblait normal. Elle pensait que c'était normal. Donc, il y a quelque chose qui s'est installé comme ça, hein, un processus qui s'est développé. Ouais. Une autre dame, Vinciane, donc, que je cite à la fin, dans la dernière dia, je mets les prénoms, elle nous avait une fois dit « Un jour, je voulais savoir
ce qu'il en est à propos de ces voix et je suis allé toute seule. Oui, c'est ça, elle était en voiture et quand la fenêtre était ouverte, il y a un piéton qui passait et elle entendait le piéton qui lui lançait un message. Et elle avait d'excellentes raisons de penser que le piéton lui avait parlé. Et un jour, pour tirer l'affaire au clair, elle est allée toute seule dans le bois. Elle me dit, tu sais, je suis allée dans le bois, j'ai marché longtemps, j'étais certaine qu'il n'y avait personne, et j'ai continué à entendre mes voix. Et elle dit, là, je me suis dit, je suis folle. Tout d'un coup, baf, comme ça, quoi. À l'époque, elle n'a pas eu de psychiatre, c'était un neurologue qui lui a donné une explication neurologique. Elle a eu personne. Pendant des années, elle dit, tu sais, je passais des heures à pleurer dans la cage d'escalier. Je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas où aller. Ça a duré des années. Et puis un jour, elle a trouvé un psychiatre qui lui a dit, on va essayer quand même de faire quelque chose pour vous. À l'époque, c'était juste un médicament, c'était un antipsychotique. Mais au moins, elle dit, ça m'a aidé. Elle dit, j'ai compris qu'on pouvait m'aider, on pouvait me soigner. Voilà. Alors, au début, parfois, des fois les voix sont d'emblée injurieuses, humiliantes, dénigrantes, harassantes. Mais parfois, au début, elles sont plaisantes. Elles sont gentilles, elles sont... Puis, elles peuvent devenir agressives, elles peuvent devenir permanentes, elles peuvent se disputer entre elles, impression d'avoir un téléphone sur chaque oreille, 2 téléphones qui disent des choses différentes, qui éventuellement se disputent entre eux, les 2 téléphones, et ça dure. Elle dit, je ne savais même plus faire ma vaisselle. Ouais. Elles peuvent aussi, selon les personnes, être d'emblée injurieuse, je l'ai dit, violente, étrange, etc. Alors, si la personne est attachée à ses voix, si la personne trouve que ses voix lui apportent quelque chose, lui donnent des informations, si pour une raison ou une autre, elle est attachée à ses voix, ce qui est très courant, c'est beaucoup plus compliqué pour elle de renoncer à ses voix. Ouais, éventuellement, elle n'y arrivera jamais. Elle est donc ambivalente vis-à-vis du statut de ses voix. Alors, j'ai trouvé un exemple qui va vous faire rire. De la même façon, on est ambivalent dans la vie courante vis-à-vis de notre conjoint. Un jour, on peut dire « je l'adore » et puis le lendemain « oh, il m'emmerde ». Ouais, c'est nous ça, on est tous comme ça. Alors, le problème avec les voix, quand elles sont très présentes, c'est qu'elles restreignent le champ de perception. Donc, percevoir le monde extérieur devient plus compliqué parce que le canal de communication avec l'extérieur se restreint. C'est en somme le principe de la transe. Hein? C'est une transe. Paralysant, panique, angoisse car on ne gère rien, migraine, empêche la concentration, on perd le fil, c'est paralysant. Sentiment que le corps grossit, afin d'intégrer aussi la voix qui vient de l'extérieur. Ben oui, cette voix qui vient de l'extérieur, il y a une espèce de tendance comme ça à déformer la limite du corps pour intégrer aussi la voix. Ouais. Une voix, ça va plus ou moins. Mais 2 voix, ça peut devenir compliqué. Parfois, il y en a beaucoup, plusieurs, qui changent. Hein. Alors, un petit exemple, c'est compliqué, donc voilà, vous allez comprendre. Hein. C'est compliqué d'intégrer dans la vie relationnelle courante avec les parents et les proches les visites de la grand-mère récemment décédée que l'on aimait tant. La grand-mère qui vient et on commence à entendre sa voix. Elle est morte il n'y a pas longtemps. Compliqué d'intégrer ça dans le fonctionnement quotidien. Hein. Éventuellement, la grand-mère ne s'entendait pas avec sa belle-fille. La belle-fille, c'est la maman, quelque chose comme ça. Ouais. Alors, maintenant, on retombe dans des choses plus concrètes, hein, plus faciles à aborder. L'objet du rêve, c'est une démarche psychosociale. Il s'agit d'intégrer des personnes qui entendent des voix. Le rêve crée un lien entre le monde psycho-intérieur, interne,
et le réel extérieur. Ouais. Donc il y a un maillon, un chaînon. Ouais. Le but du rêve, c'est de fournir un mode d'emploi aux gens intéressés, concernés, en réparant une certaine lacune de la société civile. Ouais. La société civile, pour l'instant, n'a pas encore prévu, institué, reconnu cette démarche d'entrée, de mise en lien avec le monde de la psychose. Un moyen particulier qui marche bien, c'est la danse. Elle permet aux psychotiques qui le souhaitent, ceux qui le souhaitent, il n'y en a pas beaucoup en fait. La danse, c'est quand même un peu compliqué parce qu'on se met fort en avant, de s'exprimer sans communiquer directement. La musique aussi, le slam aussi. J'avais un monsieur que j'avais connu à l'hôpital qui était un grand psychotique, il était resté longtemps et je ne sais pas, 10 ans après, j'étais à une séance slam et il était là. Et je me dis, ouf, il a fait du chemin. Donc c'est devenu un grand slammer, il a même fait des tournées internationales. Et je suis allé le trouver après, je lui dis, David, tu te souviens de moi? Ah ouais, qui me dit, je me souviens de vous. Il me vous voit. Je lui dis, écoute, allez, c'est bon, on va se tutoyer. Et donc il me raconte un peu son parcours. Et donc pour lui, le slam, ça a été une porte, une libération, une ouverture. Ouais. La musique aussi, parce que en jouant un instrument, on s'exprime, on entre en communication, mais sans être en communication comme je le suis maintenant avec vous. À partir du moment où vous allez pouvoir intervenir, interférer, ouais. Donc on joue la musique, les personnes écoutent, mais il n'y a pas cette communication active, cette espèce d'interactivité comme ça en direct. Et donc c'est plus facile d'aborder par ce genre de voix. Alors, encore une réflexion, songez que les mots stabilisation, consolidation, donc stabilisation c'est après une crise, consolidation aussi, rétablissement, font penser à quelque chose qui serait figé ou fixé, pétrifié. C'est quelque chose, tac, on s'est consolidé, pétrifié. Or, stabiliser veut dire qu'on a dépassé le point de blocage qui a provoqué la crise. Donc la stabilisation ou le rétablissement, c'est une conséquence de quoi? De la crise. La crise, elle est synonyme de blocage, de difficulté à gérer des émotions, des événements ou quoi. Et puis après, si on dépasse la crise et qu'on se stabilise, ça veut dire que ça va mieux. Mais en même temps, ces mots-là, ils font penser effectivement à quelque chose qui est figé ou fixé. Le problème peut être, pour la personne, d'avoir peur de devoir changer. On lui dit, tu dois changer, tu dois évoluer, tu dois essayer de gna gna gna. Et il dit, comment je dois changer? Ça peut faire peur, cette impression de devoir changer. Il peut y avoir une injonction à l'autonomie, tu dois apprendre à te débrouiller, maintenant tu es grand, etc., qui bloque en soi beaucoup de personnes, quoiqu'elles soient capables par ailleurs de faire des choses très élaborées. Donc des gens qui, par exemple, en informatique, il y a beaucoup de gens qui excellent dans l'hyper-concentration de la programmation informatique et qui font des trucs, on dit « waouh !» Mais si on leur demande de s'organiser à l'extérieur pour des bêtes trucs, des choses qui nous semblent tout à fait ça, ils ne savent pas faire ça. Ça ne marche pas. Pas comme ça, en tout cas. Pas d'un claquement de doigts. Ouais. Souvent, les professionnels n'écoutent pas. Et donc, ils n'entendent pas, puisqu'ils n'écoutent pas. Ouais. Le patient a trop souvent l'impression d'être seul au monde, victime des autres plus que de lui-même. Il patiente donc, ce pauvre patient. Ouais. Alors, une réflexion, ça va faire quoi? Je ne sais plus qui a évoqué ça. La qualité relationnelle, donc l'aptitude à entrer en relation, elle est rarement mesurée. Quotient relationnel. Contrairement aux atomes dans les molécules qui ont un rapport bien objectivé.
en fonction des liaisons électroniques, on comprend pourquoi il y a des molécules avec des machins. Mais malheureusement, pour ce qui est de la qualité relationnelle, donc la capacité d'entrer en relation au sein d'un groupe, on n'a pas encore des bons moyens. On est encore un peu dans une époque médiévale pour faire ça. Ouais. On évolue beaucoup. Hein. Depuis 50 ans, il y a eu des évolutions énormes. Mais ça n'a pas encore vraiment percolé, on va dire. Ça ne fait pas encore partie du donné habituel. Alors, Yann de Robert continue encore en disant, donc je vous rappelle, c'est le président du Rêve France, tout comme le système de soins, le rêve est aussi victime d'idées toutes faites, comme par exemple le refus de traitement, le fameux refus de traitement, qui peut être encouragé, mais c'est compliqué, hein. Voilà. Il se peut que ce soit une faute de faire ça, hein. Donc il n'hésite pas à dire c'est une approche fausse d'encourager a priori ou systématiquement un refus de traitement au motif que le système de soins serait autoritaire, etc., interventionniste et tout ça. Ouais. Mais, donc, il dit, mais après il tempère en disant la démarche du rêve, donc l'approche du rêve, donc qui maintenant remonte quand même à plusieurs dizaines d'années, relève que dans au moins un tiers des cas, les médicaments ne marchent pas au-delà de la période de décompensation. Donc, quelqu'un qui décompense massivement et qui se retrouve à l'hôpital, éventuellement en privation de liberté parce qu'on avait peur qu'il se jette par la fenêtre ou quoi, on lui donne des médicaments. On n'a rien de mieux que ça. On donne des médicaments qui permettent de dépasser la crise, de couper, on dit, hein, couper le délire en vue d'une stabilisation. Ok, super. Mais après, il faut autre chose. Il n'y a pas que ça. Et donc, il faut une autre approche plus psycho. Et le rêve postule qu'il peut proposer une approche autre, une approche complémentaire. Ouais. Alors, on s'achemine tout doucement donc, vers la fin. Hein. On ne se rétablit pas sans transgresser de règles. Donc, il y a des règles, soit qui sont imposées, soit qu'on croit devoir s'imposer soi-même. Ces règles, il faut pouvoir apprendre à les transgresser pour se rétablir. Mais pas n'importe comment, pas n'importe quelle règle. C'est très compliqué de faire ça. Tout seul, on n'y arrivera peut-être pas. C'est intéressant de pouvoir en parler avec quelqu'un. C'est l'objectif, c'est le but du groupe. C'est de pouvoir confier, partager des expériences. Il y a des vieux briscards de l'entente de voix qui vont dire « Ouh, attention avec ça, c'est compliqué. Si tu veux, on peut en parler après, mais moi, j'ai essayé aussi. » Ouais, c'est intéressant. Il n'y a que celui-là qui peut parler au candidat transgresseur de règles. Souvent, il faut considérer ses peurs. Première chose, accepter de les considérer, de les voir. Puis les affronter pour les dépasser. Donc ça fait 3 phases, 3 stades. Le premier principe, c'est de trouver une assise pour reprendre du pouvoir sur soi. Le cadre du groupe est sécurisant et porteur, mais ouvert. Mais sécurisant et porteur, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'être quelque part avec des gens qui écoutent et qui peuvent donner un avis. On ne peut vivre isolé. Personne ne fait ça. Enfin, si, il y a des gens qui vivent seuls, mais à quel prix? Donc, on ne peut pas faire ça sans en payer le prix. Et plus notre ambivalence, plus nos difficultés internes sont connotées d'émotions, hein, avec des doubles injonctions, des injonctions paradoxales, etc., qu'on ne parvient pas à résoudre, plus on a besoin d'un tiers pour pouvoir se regarder nous-mêmes. Ouais. Le tiers, il nous sert à nous regarder nous-mêmes. On se voit dans le tiers. Il s'agit d'améliorer l'estime de soi, de pouvoir se faire confiance en améliorant notre estime de soi, savoir qu'on est capable de. Le 4e principe, je ne les donne pas dans l'ordre, consiste à envisager le rétablissement des professionnels. Ouais, donc le rétablissement des professionnels. C'est donc un processus mutuel. Effectivement, les tiers interfèrent, interagissent.
Témoignage de Carole, une psychologue, « J'arrive pas à aborder ce sujet au travail ». Elle se rend compte qu'elle ne parvient pas à aborder le sujet de l'entente de voix à son boulot. Et elle est psychologue. Parce qu'on dit, ouais mais non, t'occupe pas de ça, on va plutôt s'intéresser au programme de réhabilitation en vue de la sortie du patient. Mais ces hallucinations, ce délire, bon. Ouais, elle ne parvient pas à en parler. C'est pourquoi le groupe entendeur de voix, animé par des professionnels, doit parfois être coupé de l'équipe. Je l'ai dit il y a déjà un petit moment, que parfois c'était compliqué de vouloir instaurer le groupe au sein d'une institution. C'est compliqué peut-être de le faire maintenant, parce que les professionnels ne sont pas disposés, peut-être que voilà, il y a des a priori qui doivent être dépassés, que ça dépend peut-être d'une seule personne qui a de l'influence, tout ça. Ouais. Alors, Yann termine en disant « À la fin d'une réunion, chacun doit repartir heureux du fait de l'enrichissement mutuel par le partage. » Donc, quand on a l'impression réellement d'avoir échangé, partagé quelque chose, et donc que ça ne se fait pas juste dans une expression à sens unique, mais dans un partage, on est heureux. On a un sentiment de plénitude, avec la confiance de soi, en soi qui est l'élément déterminant. Cette confiance, elle permet de supporter l'inévitable jugement. Donc, inévitablement, nous jugeons ce que d'autres personnes peuvent nous dire. Le jugement est inévitable, c'est la condamnation qui est inacceptable. Ouais, donc ça, on en a parlé, j'en ai parlé déjà pas mal, c'est le deuxième principe. Ouais. Ne pas supprimer le désaccord au nom du non-jugement. Donc, on peut dire « Oh, mais de toute façon, tu as le droit de dire ce que tu veux, moi, je ne te juge pas. » Et en fait, on ne sait plus en parler puisqu'on a déclaré d'emblée que la personne pouvait dire ce qu'elle voulait. Donc en fait, on peut laisser parler la personne et dire qu'on n'est pas d'accord. On peut dire, tu sais, je ne te suis pas là, il n'y a rien à faire, je ne parviens pas à me mettre au même diapason que toi. Alors c'est bien, ça relance le débat. Si on est tous d'accord, ce n'est pas la peine de faire réunion. Si vous êtes tous absolument d'accord avec moi, bah, ce n'était pas la peine de venir. Ce qui compte, c'est de pouvoir échanger et d'avoir quelque chose de critique, un échange critique. Ouais. Le désaccord, c'est donc une opinion qui doit pouvoir être formulée et on peut désapprouver quelqu'un que l'on aime. C'est le troisième principe. Alors on termine avec des éléments de rétablissement. Qu'est-ce qui favorise le rétablissement pour une personne qui a traversé une crise compliquée avec une décompensation? Ben, les éléments positifs, ça peut être la famille, des proches non jugeants, un investissement dans le travail ou une activité physique ou mentale gratifiante. Par exemple, j'ai parlé de celui qui fait de la programmation en informatique. Bon, c'est un exemple parmi tant d'autres. Avoir disposé pour la personne concernée d'expériences positives et de difficultés surmontées. Pouvoir dire, mais ça m'était déjà arrivé, je l'ai déjà réussi une fois. C'est comme celui qui a arrêté de fumer une fois. Hein. Même s'il recommence à fumer, il sait qu'il a pu s'arrêter. Une fois qu'on sait qu'on a pu s'arrêter, la deuxième fois, c'est moins pire, c'est moins compliqué. Ouais. Alors, se traiter soi-même avec bienveillance, ce qui permet d'avoir une image de soi satisfaisante. Donc, s'octroyer un bain, un thé ou un café, aller au bistrot social, jouer aux cartes ou au Scrabble. Souvent, on voit que les personnes ont beaucoup de difficultés à se traiter elles-mêmes avec bienveillance. Il y a comme une espèce d'autocondamnation comme ça qui peut être terrible, quoi. Et apprendre aux gens à relativiser en disant, bah écoute, ok, quoi, hein, c'est pas si grave que ça. Allez, on en reparlera plus tard. Paf, éventuellement, on a déjà passé un petit cap. Quoi, ouais. Alors, il faut pouvoir se remettre en question par rapport à la personne. Donc, je parle de l'entendeur de voix, mais ça nous concerne tous. Hein. Pouvoir se remettre en question par rapport à la personne qu'on voulait, qu'on rêvait, qu'on croyait être. Ouais.
On a tous des rêves. Moi, j'aurais voulu être acteur de cinéma ou peut-être, je ne sais pas, un grand écrivain. Vous, je ne sais pas, hein, mais bon, malheureusement, ça ne s'est pas produit. OK? Et OK, j'ai fait mon deuil de ça. Je fonctionne quand même et voilà. Ouais. Donc, il s'agit d'opérer un retrait de nos projections sur les autres et de nos fantasmes. Il faut se sentir en accord avec les vivants et les morts. Il y a beaucoup d'histoires qui tournent autour de relations compliquées qui ne se sont pas résolues et qui restent présentes et qui entraînent beaucoup de fuite d'énergie, comme une batterie qui serait mise en court-circuit parce qu'il y a une rumination comme ça, impossible à dépasser pour la personne toute seule. Ouais. Il faut gérer le sommeil et la nourriture. Ça, c'est un grand classique. Hein. Des gens qui vont coucher à 3 heures du matin, qui se lèvent à midi, qui mangent des saloperies toute la journée ou qui boivent 2 litres de café. Tout ça, il faut essayer, il faut d'abord que la personne comprenne que personne ne peut résister longtemps à ce genre de mauvais traitement. Il faut pouvoir améliorer donc la gestion du sommeil et de la nourriture. Et puis, prier. Combien de patients nous disent au début, c'est surprenant. En plus, je travaille dans un hôpital public, laïque, et donc on n'est pas censé faire état de nos convictions philosophico-mystiques. Et combien de patients nous disent « Ah, mais moi, je prie beaucoup, et Dieu m'a aidé, Dieu m'aide. Dieu m'a dit qu'il m'aimait comme je suis. » Ça m'avait touché quand même, qui m'a dit Jésus m'a dit qu'il m'aimait comme je suis. Ok, ben c'est bien, il vaut mieux ça que le contraire. Alors, des facteurs négatifs maintenant, la famille, donc c'est la même que tantôt, mais éventuellement l'orientation ou les contacts, les rapports sont différents. Hein. Je ne m'étends pas là-dessus parce que c'est un sujet très très difficile. Quand on est proche d'un patient, d'une personne qui est entendeur de voix, ça peut être compliqué aussi pour la famille, mais souvent, donc ça on constate, les proches sont mal informés. Il y a des choses, il y a des a priori qui peuvent être dépassés. Et sans doute que dans le cas de votre association ou d'autres comme Similes en Belgique, il y a un gros travail qui est fait ou qui peut être fait par rapport à l'idée que les familles se font de leurs proches, donc qui souffrent d'une affection comme l'entente de voix. Alors, beaucoup de gens sont enfermés dans un rôle, ils croient que c'est leur rôle, d'être le vilain canard de la famille, un raté ou un incapable, d'être le zinzin de service, d'être le clown de service, ils croient qu'ils sont condamnés à faire les clowns pour amuser la galerie. Et c'est difficile de sortir de ça, c'est difficile de quitter cette image-là. Alors, il y a beaucoup de conflits de loyauté. Donc, il y a plusieurs personnes auxquelles on est attaché. On voudrait faire plaisir à tout le monde, mais c'est compliqué parce qu'éventuellement, ils ne s'entendent pas. Donc, de double appartenance, de double contrainte, d'injonction paradoxale. Donc, des choses qui viennent se contredire et qui font que c'est impossible d'avoir une solution sans souffrir. Non. Donc il y a des émotions négatives qui sont mises en jeu et qui peuvent renforcer la maladie. Il y a aussi la peur de l'abandon, la peur de ses propres émotions qui jouent un mauvais rôle. Il y a l'isolement, donc le fait d'être isolé et de rester isolé. Et ça, c'est le rôle de la société au sens le plus large de pouvoir aller au-devant ou à la rencontre de personnes qui sont isolées, que ce soit des gens pauvres ou des gens handicapés ou des gens malades ou quoi. Enfin voilà, c'est toujours un peu la même problématique, mais c'est crucial dans ce qui nous occupe. Le fait de se traiter durement, donc c'est le contraire de se traiter avec bienveillance. Hein. Le fait de se traiter, d'être implacable dans des condamnations qu'on fait sur soi-même. Alors, il y a les dépendances et les assuétudes, bien sûr. Hein. Le fait d'être prisonnier, on va dire, de consommation de psychotropes. Voilà, j'en ai terminé. J'espère que ça vous a intéressé.
que j'ai pu répondre déjà à certaines de vos questions. Merci en tout cas de votre bonne attention.